Le message de ma mère est arrivé à 23h27. L'écran a clignoté une fois, illuminant l'appartement sombre. Nous avons changé toutes les serrures. Tu n'as plus de maison. On va voir si tu es si courageuse maintenant. Pendant un instant, je suis resté juste à le regarder. Les mots ne semblaient même pas réels. Mon pouce planait au-dessus de l'écran comme s'il pouvait me brûler si je le touchais. Je l'ai lu une fois, puis 2 fois, puis une 3e fois jusqu'à ce que chaque mot se grave dans mon cerveau comme la glace sculpte la pierre. Je m'attendais à des larmes, peut-être à de la colère, peut-être à de la peur. Mais ce qui est venu à la place était quelque chose de plus calme, de plus froid, la clarté. Je n'ai pas tapé de réponse. Je n'ai pas appelé. Je ne me suis pas effondré. J'ai souri. Parce que la vérité que personne ne semblait comprendre était que la maison n'était pas un bâtiment. Elle ne leur appartenait pas pour qu'ils la prennent. Et ce qui allait se passer allait déchirer l'empire confortable qu'ils avaient bâti sur la cupidité, les mensonges et mon obéissance. Je n'ai pas regretté une seule seconde. Si vous avez déjà été utilisé, vidé et rejeté par votre propre famille, les personnes qui auraient dû vous protéger, alors vous connaissez déjà la saveur de ce genre de trahison. Appuyez sur le bouton d'abonnement de votre âme, car cette histoire ne parle pas de vengeance pour le plaisir de la vengeance. Elle parle de justice rendue avec de la paperasserie et de la précision. Elle parle de ce qui se passe lorsque la cupidité familiale rencontre une stratégie juridique et perd. Je m'appelle Jessica Chen. J'ai 28 ans, une nerve des chiffres axée sur les données avec une mémoire faite pour les détails, ce qui s'est avéré être à la fois ma malédiction et mon salut. J'ai grandi dans une maison coloniale bien rangée de 2 étages à Portland, dans l'Oregon, avec des volets blancs aux fenêtres et un érable qui laissait tomber des feuilles rouges chaque automne. De l'extérieur, n'importe qui nous aurait appelé la famille parfaite. À l'intérieur de ces murs, la perfection était une performance, et j'étais l'accessoiriste qui faisait tourner le spectacle. L'exploitation a commencé assez innocemment. Ou ce qui passe pour innocent quand on est trop jeune pour voir les schémas. J'avais 14 ans lorsque mon père a commencé à donner des ordres au lieu de faire des demandes. Jessica, prends l'échelle. Nous réparons les gouttières. Ou, Jessica, viens tenir la lampe de poche. Les week-ends ont disparu dans la sueur et la sueur. Pendant que d'autres filles expérimentaient avec le maquillage et les commérages, je ponçais des clôtures et grimpais sur des toits. Mes paumes étaient un patchwork de coupures dues à la manipulation d'outils trop lourds pour mon âge. J'avais constamment mal au dos, mais chaque plainte suscitait la même réponse répétée. Tu es plus forte que n'importe quel fils que j'aurais pu demander, disait papa en riant, ébouriffant mes cheveux comme si cela effaçait l'épuisement. Maman hochait la tête en signe d'approbation. La famille est de la famille. Jessica, tu es si habile. Amanda est délicate. Délicate. C'était le code familial pour préférer. Amanda, ma sœur cadette, était toujours l'orchidée au soleil, tandis que j'étais la racine qui maintenait la fleur à travers la terre. Je croyais leurs histoires, que le travail manuel forgeait le caractère, que c'était de l'amour déguisé en discipline. À 17 ans, j'étais tellement endoctriné que dire non me semblait aussi cruel que d'être cruel. Puis les faveurs d'argent ont commencé. Subtil au début, les choses sont serrées, soupirait maman. Pourrais-tu aider avec la facture d'électricité? Elle le disait comme si elle me demandait de passer le sel au dîner. Plus tard sont venus les paiements hypothécaires, les dépenses imprévues, les douces manipulations qui me faisaient me sentir fier de résoudre des problèmes qui n'étaient pas les miens. À 21 ans, j'ai réalisé que mes parents n'avaient pas seulement accepté mon aide, ils en dépendaient. J'étais le flux de revenus invisibles qui finançait leur illusion de stabilité pendant qu'ils économisaient tranquillement chaque centime de rechange pour l'avenir d'Amanda. Quand je posais des questions sur les vacances ou les petits luxes, on me disait, ce ne sont pas des priorités en ce moment. Pendant ce temps, Amanda a eu une toute nouvelle voiture à 16 ans, des frais de scolarité entièrement payés pour un collège privé et un voyage tout frais payé en Italie pour étudier l'art. Je travaillais 12 heures par jour, équilibrant les feuilles de calcul des clients, tout en mangeant des nouilles instantanées à mon bureau. Mais l'amour a une façon de se déguiser en logique quand on a été entraîné à accepter des miettes. Je me disais que c'était juste parce que j'étais la forte, la responsable. Être la fille fiable me faisait me sentir importante. Puis, il y a environ 1 an, cette illusion s'est fissurée. J'ai d'abord remarqué de petites choses, des chuchotements qui s'arrêtaient quand j'entrais dans la pièce, des conversations de planification de l'avenir familial où mon nom ne revenait jamais. Mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas,
mais je ne pouvais pas le prouver jusqu'à cette nuit de mars. Je suis rentré tard de mon travail de comptable, les épaules lourdes à cause de la fatigue de la saison des impôts, quand j'ai entendu des voix dans la cuisine. J'ai failli passer à côté jusqu'à ce que j'entende mon nom. Alors, je me suis figé et j'ai écouté. L'acte est à nous non seulement, a dit maman doucement. Jessica ne se rend pas compte que toute son aide était volontaire. Elle n'aura rien quand nous vendrons. Papa a gloussé, un son profond et méchant qui n'avait pas sa place chez l'homme en qui j'avais autrefois confiance. Elle n'a jamais demandé de paperasse. Jessica typique. Tout cœur, aucun sens des affaires. Puis est venue la voix d'Amanda, hésitante mais curieuse. Mais ne va-t-elle pas s'attendre à quelque chose? Maman a reniflé. S'attendre à quoi? Elle a fait des cadeaux. Les cadeaux n'achètent pas la propriété. J'ai agrippé le mur jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Il prévoyait de vendre la maison, celle que j'avais peinte, entretenue et financée, et de me couper entièrement. Ma propre famille complotant comme des gangsters se partageant des biens volés. Je n'ai pas pleuré. Je ne les ai pas confrontés. Au lieu de cela, je suis allé dans ma chambre, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à construire tranquillement l'affaire qui allait les achever. Pendant les 6 mois suivants, j'ai vécu 2 vies. Le jour, comptable docile. La nuit, chasseuse de documents. Chaque reçu, chaque email, chaque transfert numérique, ils sont tous devenus des pièces de puzzle dans un plan juridique. L'arrogance de papa était mon allié secrète. Il n'a jamais tenu de livre propre. Il m'envoyait des virements rapides de mon compte au sien avec des notes vagues comme aide ou temporaire. J'ai tout catalogué, 47 000 $ de contributions hypothécaires, 23 000 $ en fourniture de rénovation, 15 000 $ de plus en services publics que j'avais couverts lorsqu'il prétendait avoir des difficultés financières. 85 000 $ tous soigneusement retracés jusqu'à moi. Ajoutez à cela 13 ans de travail non rémunéré, de peinture de revêtement, de remplacement de bardeaux, de réparation de systèmes de drainage que n'importe quel entrepreneur aurait facturé des dizaines de milliers de dollars. J'ai créé des feuilles de calcul si détaillées que même l'IRS aurait applaudi. Une fois ma montagne de preuves terminée, j'ai rencontré tranquillement 3 avocats différents pour confirmer ce que mon instinct savait déjà. Légalement, j'avais une réclamation solide. Mon nom n'était peut-être pas sur l'acte, mais l'équité n'est pas toujours écrite à l'encre. Elle est écrite en preuve, en sang, en sueur et en relevé bancaire. Alors, j'ai attendu. Lorsque le message est arrivé cette nuit de septembre, nous avons changé toutes les serrures. Tu n'as plus de maison. On va voir si tu es si courageuse maintenant, cela ne m'a pas brisé. Cela a complété le tableau. Ce suffisant à la fin était le dernier clou dans leur récit de cruauté. Il a prouvé l'intention. Il a rendu leur motif parfaitement clair. Ils pensaient qu'ils me fermaient la porte. Ce qu'ils avaient réellement fait était de me remettre la dernière pièce de puzzle dont j'avais besoin pour réduire leur petit empire en cendres. Et cette fois, légalement, j'ai mieux dormi cette nuit-là que je ne l'avais fait depuis des mois. À 7 heures du matin pile le lendemain matin, je suis allé au travail avec un café dans une main et le téléphone dans l'autre. Mon avocat a répondu à la 2e sonnerie. Jessica, bonjour. J'ai souri, les yeux fixés sur le lever du soleil qui traversait les stores du bureau. Déposer la requête, ai-je dit, ma voix ferme malgré l'adrénaline qui rugissait dans mes veines. Il n'avait pas besoin de clarification. Nous nous préparions à ce moment depuis des mois. 2 jours plus tard, l'avocat de mes parents a appelé mon téléphone dans ce que je ne peux que décrire comme une panique. Mademoiselle Chen, nous avons un problème sérieux ici. Nous devons en discuter immédiatement. Bien sûr, ils avaient un problème. Leur cage de fer de contrôle avait des fissures, et je venais de les élargir en une fracture complète. Mais je n'ai pas rappelé tout de suite. Je voulais qu'ils transpirent. Je voulais qu'ils réalisent que la fille qu'ils utilisaient et rejetaient depuis des années était devenue une femme qui comprenait exactement comment fonctionnait le pouvoir. La confrontation a eu lieu la semaine suivante dans une salle de conférence de médiation stérile du centre-ville. Des néons bourdonnaient au-dessus de nos têtes, projetant tout dans une clarté dure et impitoyable. Une longue table dominait l'espace avec mon équipe juridique d'un côté et la leur de l'autre. Ils sont entrés en premier, mon père rouge de colère et tempêtant, ma mère essayant de maintenir son air habituel de supériorité, et Amanda ayant l'air confuse et légèrement terrifiée. Pour la première fois depuis des mois, j'étais dans la même pièce avec tous les 3, et je n'ai rien ressenti. Pas de colère,
Pas de tristesse, pas d'amour résiduel, juste une concentration froide et professionnelle. Je n'ai établi aucun contact visuel avec aucun d'entre eux. Au lieu de cela, j'ai placé un épais dossier manie sur la table et l'ai fait glisser vers le centre. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a demandé mon père, sa voix portant ce ton familier d'autorité méprisante. Mon avocat a ouvert le dossier avec une précision délibérée. Documentation des contributions financières de ma cliente à la propriété en question, ainsi que la preuve du travail et des matériaux fournis sur une période de 14 ans. À l'intérieur se trouvaient des copies de tous les relevés bancaires, de tous les reçus, de tous les dossiers financiers que j'avais méticuleusement recueillis, des virements bancaires totalisant 47 000 $ vers les paiements hypothécaires, des reçus pour 23 000 $ en amélioration et réparation domiciliaire, des paiements de services publics pendant leurs supposées difficultés financières, des factures d'entrepreneurs pour des travaux que j'avais financés lorsqu'ils prétendaient ne pas pouvoir se permettre les réparations nécessaires. Mais la preuve la plus accablante était une série de messages textes et de courriels où ils avaient explicitement demandé mon aide financière, promettant que c'était temporaire et qu'ils se rattraperaient une fois que leur situation se serait améliorée. Mon père a feuilleté les pages, son sourire confiant s'effondrant à chaque tour. Ma mère a essayé d'interrompre plusieurs fois, mais sa voix s'est cassée dans sa gorge à mesure que l'étendue de la documentation devenait claire. Amanda est restée assise là, ses yeux passant des papiers au visage de ses parents, réalisant enfin qu'elle n'était pas la fille bien-aimée dans une famille heureuse. Elle était une bénéficiaire dans un stratagème calculé pour exploiter sa sœur. C'est ridicule, a finalement bafouillé mon père. Ce sont des cadeaux, la famille qui aide la famille. Jessica n'a jamais demandé de disposition formelle. La réponse de mon avocat a été calme et précise. M. Chen, ces documents montrent une tendance de contribution sollicitée faite sous la représentation qu'il s'agissait d'une assistance temporaire pendant des difficultés financières. Ma cliente a la preuve que vous et votre femme avez délibérément dissimulé votre véritable situation financière tout en acceptant ces paiements. Il a sorti un autre ensemble de documents, des relevés bancaires que j'avais assignés, montrant la situation financière réelle de mes parents pendant les périodes où ils prétendaient avoir besoin de mon aide. Ils avaient des comptes d'épargne et des portefeuilles d'investissement importants pendant tout ce temps. De plus, a poursuivi mon avocat, le message texte que votre femme a envoyé à ma cliente, menaçant explicitement de la rendre sans abri, démontre une intention malveillante de la priver des avantages de ses contributions. Le silence dans cette pièce était étouffant. J'ai regardé les visages de mes parents alors que la réalité de leur situation s'installait. Cette maison, leur forteresse, leur royaume, leur arme contre moi, glissaient hors de leur contrôle. Ma mère a essayé de parler en premier, sa voix tremblante et désespérée. « Jessica, chérie, tout ça est un malentendu. Nous n'avons jamais. Vous n'avez jamais voulu que je documente tout, ai-je interrompu, m'adressant directement à elle pour la première fois depuis mon entrée dans la pièce. Vous n'avez jamais voulu que je comprenne le droit immobilier. Vous n'avez jamais voulu que je réalise que je subventionnais votre style de vie depuis des années pendant que vous économisiez votre propre argent pour l'avenir d'Amanda. » Le visage de mon père a pris une teinte violette alarmante. « Après tout ce que nous avons fait pour toi, après t'avoir élevé, hébergé, nourri. Après m'avoir utilisé comme main-d'œuvre non rémunérée pendant 14 ans, je l'ai coupé. Après avoir pris 85 000 $ de mon argent sous de faux prétextes, après avoir prévu de vendre la maison que j'ai aidé à construire et à entretenir sans me donner un centime du produit. » Mon avocat a exposé nos exigences avec une précision chirurgicale. Ma cliente ne cherche pas à se faire rembourser ses contributions. Elle cherche sa juste part de propriété dans la propriété basée sur ses contributions. Compte tenu des preuves documentées d'investissement financier et de travail, nous demandons une participation de 50%. La pièce a explosé. Mon père a commencé à crier sur les enfants ingrats et l'extorsion juridique. Ma mère a éclaté en sanglots, se lamentant sur la loyauté familiale et sur le fait que je détruisais tout. Amanda est restée assise là dans un silence choqué, calculant probablement à quel point son héritage venait de diminuer. Mais je suis resté calme, concentré. J'avais passé des mois à me préparer à ce moment, et leurs manipulations émotionnelles ne pouvaient plus me toucher. Lorsque le juge a signé l'ordonnance du tribunal 6 semaines plus tard, je me suis tenu devant le palais de justice en tenant les documents officiels qui me donnaient la propriété légale de 50% de la propriété, non pas parce que ma famille avait généreusement décidé de m'inclure, mais parce que la loi avait reconnu ce qu'ils avaient essayé de nier. J'avais gagné ma part dans cette maison grâce à des années de contributions financières et de travail. La première chose que j'ai faite n'a pas été de revenir dans la maison.
Cet endroit était empoisonné par trop de souvenirs, trop d'années de manipulation et d'exploitation. De plus, ils avaient changé les serrures. Rappelez-vous, ils avaient clairement indiqué que je n'étais pas la bienvenue là-bas. Au lieu de cela, j'ai forcé la vente de la propriété. En tant que propriétaire à 50%, j'avais le droit légal d'exiger la liquidation si je ne pouvais pas parvenir à un accord avec les autres propriétaires sur l'utilisation de la propriété. Puisque mes parents avaient clairement indiqué qu'ils ne voulaient pas vivre avec moi, et que je n'avais aucun désir de vivre avec eux, la vente était la seule option logique. La maison s'est vendue 680 000 $, soit beaucoup plus qu'ils ne l'avaient probablement prévu, grâce à toutes les améliorations que j'avais financées au fil des ans. Ma part s'est élevée à 340 000 $, moins les frais juridiques et les impôts. Mais voici la belle partie, mes parents comptaient sur la vente de cette maison pour financer leur retraite. Ils avaient prévu d'empocher les 680 000 $ entiers, d'en utiliser une partie pour acheter un endroit plus petit et d'investir le reste pour leurs années d'or. Au lieu de cela, ils sont repartis avec 340 000 $ avant leurs propres frais juridiques et impôts, à peine assez pour acheter un condo modeste dans un quartier moins désirable. Leurs rêves d'une retraite confortable et aisée se sont évaporés du jour au lendemain. Avec ma part du produit, j'ai acheté une belle maison de ville dans un quartier calme de l'autre côté de la ville. Elle est plus petite que la maison familiale, mais elle est entièrement à moi. Chaque paiement hypothécaire, chaque facture de service public, chaque amélioration est mon choix et ma responsabilité. Ils essaient encore parfois de me contacter. Mon père envoie des courriels pleins de culpabilité. Après tout ce que nous avons sacrifié pour toi, c'est comme ça que tu nous remercies? Ma mère laisse des messages vocaux dégoulinants de faux remords. La famille est censée pardonner, Jessica. Tu vas le regretter quand nous serons partis. Amanda a essayé de jouer les médiatrices, suggérant une thérapie familiale et affirmant qu'elle n'avait jamais été au courant de leur plan pour m'exclure. Mais elle était assise à cette table de cuisine en train de discuter de la façon de me couper du produit. Elle savait exactement ce qui se passait. Je ne réponds à aucun d'entre eux. J'ai bloqué leurs numéros, filtré leurs emails et suis passé à autre chose dans ma vie. Parce que la vérité est que, lorsqu'ils ont changé ces serrures et m'ont envoyé ce message cruel, ils pensaient qu'ils me prenaient ma sécurité et mon avenir. Ce qu'ils ont réellement fait, c'est me remettre la preuve dont j'avais besoin pour revendiquer ce qui m'appartenait légitimement. Ils voulaient me rendre sans abri. Au lieu de cela, ils ont perdu leur propre maison et leur sécurité de retraite. Et maintenant, quand je suis assise dans mon salon à siroter un café dans le silence paisible de mon propre espace, je souris. Je souris parce que les serrures qu'ils ont changées n'ont pas d'importance. J'ai mes propres serrures maintenant. Je souris parce que la maison qu'ils ont essayé de garder est vendue et que la moitié de l'argent est à moi. Et je souris parce que ce message destiné à me briser est devenu la preuve finale de leur trahison. Parfois, les personnes qui vous blessent le plus sont celles qui pensent vous connaître le mieux. Elles supposent que vous serez toujours la personne qu'elles vous ont conditionnée à être, docile, généreuse, facile à manipuler. Mais les gens grandissent, les gens apprennent, et parfois les gens se défendent. Si cette histoire vous a touché, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour plus d'histoires sur la façon de tenir tête aux membres de la famille toxique. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà dû intenter une action en justice contre une famille qui a essayé de vous utiliser? Quel a été votre point de rupture? Vos histoires aident les autres à réaliser qu'ils ne sont pas seuls dans ces situations.